Merci. Donc, on va laisser la parole à Laurent Guéval pour la dernière présentation. Je vais vous présenter, on a commencé à faire une première campagne de jaugeage. Et puis, donc, l'idée de cette présentation, c'est simplement vous expliquer ce qu'on a fait. Donc, c'est un premier test. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Savoir si aussi il faut continuer ou pas. Donc, on l'a fait dans des conditions très particulières. C'est loin d'être fini. C'est une campagne d'un jour qui n'a pas été renouvelée plus qu'à présent. Donc ça on passe. Alors le secteur d'études, donc c'est toujours le même que tout à l'heure. Donc ici c'est l'océan, donc on a deux cours d'eau. On a l'Adon maritime, donc la partie qui est sous influence maritime. Et puis je vais prendre l'autre cours d'eau qui s'appelle ici la Nive, qui est séparée en deux. Ici c'est la partie qui est sous influence de la mer. Et puis vous avez cette partie-là qui est sous l'influence purement fluviale, parce que cette barre-là violette correspond à un seuil. On a deux stations de prévision réglementaire, donc qui est à Bayonne-les-Cèpes, et puis une autre station qui est sur la Dour, et une autre station qui est Pont-Blanc, qui est située sur la Nive. Et deux stations complémentaires, une dont on dispose d'un marégraphe conjoint, je crois. Non, c'est à vous ? Ok. Bon, c'est le nôtre alors. Donc c'est chacun sien, ok. Donc c'est notre marégraphe. Et une autre station complémentaire qui est un petit peu plus loin, qui est au niveau de Villefranche. Je vous donne à peu près, pour avoir une notion de distance, donc entre Convergent et les Cèpes, c'est à peu près 6 km. Entre les Cèpes et la Nive, on a à peu près 2,5 et 7 km. Donc ça fait des distances assez courtes. Deux zones à fort enjeu, donc on ne va pas s'intéresser à la première qui est là sur la Dour. Et on va s'intéresser ici, je vais vous présenter très rapidement cette zone à fort enjeu. Donc une partie très urbanisée qui est le Petit Bayonne, donc, comme vous voyez ici à droite. Donc vous avez des arches, il faut savoir qu'à une époque les bateaux arrivaient sous les arches. Et hyper canalisés avec un certain nombre d'ouvrages qui bloquent les écoulements. Donc je vous présente celui-ci parce qu'il est important. Et une photo vue d'un peu plus loin là, qui vous montre sur à peu près, je sais pas, il y a 2-3 km et vous avez 5 ponts. Ce secteur-là, c'est une zone sportive, donc il n'y a pas grand-chose. Il y a des gymnases et puis des terrains de sport. Et puis la dernière zone qui est importante dans ce secteur, c'est une immense... alors nous on appelle ça une BART, c'est une zone d'expansion qui fait à peu près 4 km². Qui est d'une zone classée Natura 2000 avec un espace naturel, un espace cultivé, et il faut savoir qu'ici elle est traversée par une autoroute et les écoulements, lorsqu'ils rentrent dans cette zone, descendent le fond de la Barthe pour rejoindre ce cours d'eau et retomber vers la Nive. Je vous montre quelques petites photos là, c'est assez spectaculaire, donc ce sont les dernières crues, donc l'évacuation des chevaux. Juste une vue simplifiée des signaux. Donc ça, c'est la crue qui s'est passée en décembre 2021. Donc pour vous montrer que sur le marégraphe, il ne se passe pas grand-chose, on voit strictement rien, hein, le signal est propre. À Bayonne-les-Cèpes, il se passe très peu de choses, je veux dire, on voit rien. Et puis, lorsqu'on regarde ici à Bayonne-Pont-Blanc, pourtant c'est situé à 2,5 km, donc c'est pas très loin, le signal de marée a été complètement déformé, il s'est complètement effacé, et on a vu le passage de la crue de la Nive, donc qui est ici à droite, donc vous voyez ici cette forme, et la station qui est juste entre Pont-Blanc et Cambo, vous voyez, c'est pareil, le signal a été complètement effacé. Donc là, c'est une synthèse, on passe vite. Alors, au niveau prévision, nous, on dispose d'outils simples. Hein. C'est pareil que les collègues, il faut que ce soit hyper rapide. Donc, on a deux modèles 1D, un modèle 2D. Et puis, on a une approche par analytique. Donc, on a analysé les signaux, on en a dit votre comportement. Donc, si on fait nos prévisions à la date de décembre, en fait de compte, sur les Cèpes, on est super balèze, on est bon. Par contre, sur Pont-Blanc, qui est juste à côté, on a en bleu dans l'observation qui est ici. On a un premier modèle avec débordement où il y a quand même 1 mètre de décalage, et puis un modèle sans débordement qui est un peu plus.
Et si on regarde notre modèle physique, c'est pareil. Alors, je reprends ici, pardon. Hop, hop, hop. Ici, ça veut dire qu'on a un pas de temps tous les 10 minutes. Donc, tous les 10 minutes, on peut reconstituer la marée. Par contre, quand on prend nos modèles physiques, on peut on peut faire des prévisions complètes de mer. Donc, dans la montée de phase de crue, on est bon. Hein, la prévision est correcte. En décrue, on est moins bon. Donc, il se passe des trucs et on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, l'idée, c'était de faire un jaugeage. Donc, un jaugeage, il fallait que le secteur, du moins le profil en travers, soit pas trop large. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce secteur. Et puis, de disposer de deux stations. Donc, on a une station à Bayonne-Pont-Blanc et puis une station à Villefranche. On a donc, chaque tronçon est équipé de sondes, donc de radars. Ici, sur Bayonne-Pont-Blanc, la traversée fait 85 mètres, donc c'est pas très grand. À Villefranche, c'est 40 mètres. Et au droit de chaque station, il y a un pont. Donc ça permet de faire facilement des jaugeages. Donc je vous ai mis, on a réalisé ça le 19 septembre 2019 avec un coef de marée de 72 au matin et 68 au soir. Et on a eu un débit constant de la Nive qui fait 5 mètres cubes. Ok, merci. Donc je vous montre à peu près à quoi ressemble l'endroit de jaugeage. Donc ici sur Pont-Blanc, donc on a un pont, donc on a fait ici les mesures. Donc le temps de traversée c'est 2 minutes. Donc la variation de hauteur c'est de 1 à 1,5 cm. Donc c'est pas grand-chose. Je vous montre ici vu l'arrière du pont. Là c'est l'autre pont sur Villefranche, c'est pareil. La traversée c'est l'ordre de la minute. Hein. Donc la variation c'est moins d'1 centimètre. Donc on a fait cette campagne de mesure sur à peu près environ 14 heures pour récupérer un cycle complet de marée. Et on a fait une mesure à peu près 2 fois tous les 15 minutes. Et à chaque fois qu'on faisait une mesure d'une station, on faisait exactement sur l'autre au même instant. Donc au niveau moyen humain, donc on a épuisé 5 équipes d'hydromètres. Et comme on ne peut pas faire des jaugeages la nuit parce que ça nous interdit, donc il a fallu trouver la meilleure plage horaire pour faire la campagne de mesure. On a utilisé ce type d'appareil donc qui permet d'avoir les champs de vitesse. Donc je vous ai mis ça avec un logiciel WindRiver et puis on a une mesure du champ, un profil de bathymétrie. Et en plus, sur la station de Pont-Blanc, on a fait aussi un truc super simple. On a pris un système qui permet de mesurer la salinité de l'eau. Donc c'est un matériel de piscine, on l'a plongé à 1 mètre et puis on a essayé de voir à 1 mètre quelle est la salinité de l'eau. Donc, je vous montre simplement les premiers résultats. Donc, en jaune, c'est le débit de la Nive. En orange, c'est la hauteur que l'on trouve sur notre marégraphe. Et je vous ai mis ici, donc il y a 2 choses importantes. C'est ici le débit mesuré. Donc, on voit ici hein, le déphasage entre la hauteur et puis le maximum de débit. Et je vous ai mis aussi ici la vitesse moyenne. Donc, entre le débit max et la vitesse, il y a un petit déphasage. Et on retrouve la même chose. Alors, ça, c'est pour la salinité. Donc, la salinité, en fait, ça suit l'évolution de la hauteur d'eau. Et sur Villefranche, on a exactement les mêmes résultats. Et si on prend ces résultats, donc, on a donné ces données à l'INRAE de Lyon pour qu'ils nous fassent des simulations sur Mage pour savoir si eux, ils arrivaient à reproduire au moins les débits. Donc, les hauteurs, c'est bon. Par contre, les débits, ils ont dit qu'ils n'y arrivaient pas. Donc, il y avait un échec sur les débits. Et peut-être que notre souci vient aussi le fait que les modèles simulent très mal les débits. Donc, voilà, juste une petite conclusion. Donc, ça demande énormément de moyens humains pour faire ces jaugeages. Il y a des grandes ampleurs. Nous, on débute dans cet apprentissage, on ne sait pas. Et puis, savoir s'il faut qu'on continue ou pas à faire ces campagnes. Et si ça peut poursuivre, ça peut être intéressant pour faire les modèles, du moins pour recaler des modèles. C'est tout. Merci Laurent. Déjà une première question de Gwenaëlle. Merci Gwenaëlle Jean Duchaume, merci beaucoup. En matière juste de besoin ou un élément en tout cas de réponse sur la propagation du nombre de marées sur les estuaires, on a été capable de caler un peu tout le système uniquement que lorsqu'on a eu des débits les plus réalistes possibles. Donc caler un modèle et avoir une donnée d'entrée de débit les plus propres possibles ou les plus réalistes est un vrai besoin selon moi, je pense. Voilà, donc il y a un besoin
évident, je crois, en tout cas exprimé ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques à distance déjà? Juste le temps qu'il y ait une nouvelle question. Moi, ce que je peux ajouter là, c'est qu'il y a certains modèles où on force avec les débits et les hauteurs. C'est le cas sur le modèle Télémac Gironde, je sais. Mais la majorité de nos modèles, on ne prend que la hauteur à l'aval. Et c'est vrai que c'est une hypothèse un peu faible qui ne permet pas, du coup, forcément de faire rentrer l'eau. Alors, dans cette présentation, je n'ai pas mis le modèle Télémac qui tourne actuellement sur Bayonne parce qu'il est forcé par Mascaré. Alors, comme Mascaré, les entrées ne sont pas tout à fait justes. Pour éviter d'annuire des erreurs dans Télémac, je ne l'ai pas présenté. Oui, puis pour rajouter sur le témoignage, là, sur les débits, effectivement, sur le modèle Seine, pareil, on avait fait une campagne de mesure de débit, hein, et puis l'université, le GIP Seine-Aval aussi. Et effectivement, pour caler un modèle en estuaire, c'est souvent une donnée salutaire pour forcer le modèle. Savoir qu'à défaut, en raisonnant uniquement sur le signal de marée et même sur la temporalité, effectivement, on a un jeu de Strickler qui peut être important, hein, pour arriver à un résultat satisfaisant. Et effectivement, la donnée de débit est souvent une donnée d'entrée qui force davantage les choses et qui permet rapidement en tout cas de cerner le jeu de Strickler possible, hein, sur le linéaire de la Seine, en tout cas sur la Seine. Hein. Et puis juste vous partager un retour de Jérôme Lecause, là, qui en aparté là, nous a interpellé là, sur la Seine, puisque l'équipe de l'INRAE de Lyon là, travaille sur des systèmes assez rustiques d'évaluation du débit en fonction du temps, avec des systèmes de double échelle. Et alors, ils avaient essayé sur un cours d'eau à Saïgon, là où ça marchait très bien. Alors, il se trouve que sur la Seine, ça marchait pas très bien, mais voilà, il nous a dit que les résultats étaient très prometteurs. Et voilà, des systèmes très rustiques, hein, qui permettent, avec un système de double échelle, d'avoir la pente en fonction du temps, et a priori qui permettrait d'aboutir à une évaluation du débit en fonction du temps, qui n'est pas déconnante du tout. Et donc, ce sera vraiment intéressant à partager quand ils publieront ces résultats. Et j'aime assez le caractère assez rustique, hein, parce qu'on voit tout de suite qu'on a parfois des débauches en termes de modélisation, 1D, 2D, 3D, etc. Vent, pression, machin. Et voilà, alors que voilà, des fois, des choses assez rustiques permettent de répondre. Et je trouve ça plutôt intéressant pour comprendre aussi les dynamiques en jeu et finalement les forçages essentiels, hein, dans l'explication de ce qu'on observe. Thomas Belin, oui. Oui, effectivement, une question. Alors plus, effectivement, c'est hyper utile et c'est déterminant de connaître les débits dans les estuaires. Je pense que tu nous parles beaucoup du jaugeage ponctuel, mais il y a une question aussi de l'instrumentation au long cours de ces zones-là, avec de la donnée de mesure en continu, enfin en tout cas des outils de mesure en continu qui sont du débit métrique, qui est encore assez complexe à mettre en œuvre, mais pour le coup, qui est censé donner du débit en continu. Alors ça suppose de toute façon des campagnes de jaugeage pour calibrer l'outil. J'insiste parce qu'on a aussi, nous, ces problèmes-là en Bretagne. Nous, l'aval de nos grands cours d'eau, tous les estuaires, ils sont très mal connus. Ça rejoint aussi un besoin plus générique qu'on a eu cet été. Et pour le coup, il y a peut-être aussi des financements, des partenariats là-dessus, qui est de savoir quelle est l'eau qui rentre et qui sort du système. Dans les cas de sécheresse, nous, pour faire des bilans hydriques sur la gestion de la ressource en eau, on s'aperçoit que cette donnée de débit, elle pose aussi des problèmes quand elle manque, hors situation à risque. Enfin voilà, je pense que c'est un besoin plus général d'instrumentation de l'aval du cours d'eau, avec un moyen de mesure en continu du débit et pas des stations de mesure classiques qu'on a avec une hauteur et des courbes de tarage dont on n'arrive pas bien à les caler, justement parce qu'on est sur l'estuaire. Merci Laurent, on va pouvoir passer à la conclusion.